Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été ce mardi le théâtre d'une opération anti-djihadiste. Au moins 4 personnes ont été abattues lors de l'opération, un gendarme burkinabé et 3 assaillants. En Centrafrique, la vie reprend peu à peu son cours normal à Bangui, où les barricades de fortune érigées début mai sont en train d'être démantelées. Le quartier musulman du PK5 renoue avec ses activités commerciales. Et puis en République démocratique du Congo, une personne contaminée par le virus Ebola est décédée à Mbandaka, portant à 27 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie. On en parle également dans ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été ce mardi le théâtre d'une opération anti-djihadiste. Opération au cours de laquelle au moins 4 personnes ont été tuées, un gendarme burkinabé et 3 assaillants. Plus de précisions à travers ces images. Dans la nuit de lundi à mardi, les forces de sécurité ont lancé un assaut contre une villa de Ouagadougou. À l'intérieur étaient cachés des djihadistes présumés. L'opération avait été lancée suite à la communication de renseignements sur la présence de djihadistes dans cette villa, située à la périphérie sud-ouest de la capitale du Burkina Faso. Un riverain a déclaré que la villa est une construction nouvelle qui a été mise en location en juillet dernier, mais personne, selon lui, ne connaît les habitants de la villa. Les occupants de la maison avaient un arsenal de combat qu'ils ont utilisé pour riposter contre l'armée. Le ministre de la Sécurité a donc conclu que c'était véritablement des terroristes équipés pour exécuter des missions. Selon lui, les présumés terroristes, dont les nationalités restent pour l'instant inconnues, avaient des AK-47, une mitrailleuse, des grenades, des tenues militaires burkinabais et françaises. 4 gendarmes ont été blessés ainsi que 2 civils habitant des maisons mitoyennes au cours de cette opération. L'un des gendarmes a succombé à ses blessures et 3 terroristes présumés ont été tués. Un 4e homme a été capturé. Les forces de sécurité ont interpellé une trentaine de personnes. Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Ouagadougou a été visé depuis cette date par 3 attaques djihadistes qui ont fait au total près de 60 morts. La dernière en mars 2018 contre l'état-major général des armées burkinabé et l'ambassade de France a fait 8 morts et 85 blessés. Ces derniers mois, une centaine de personnes ont été interpellées et des engins explosifs découverts au cours d'opérations de ratissage dans l'est et le nord du pays. En bref, au Mali, le gouvernement a affirmé lundi que 12 terroristes ont été tués samedi dans un accrochage avec l'armée à Boulkessi, une localité proche du Burkina Faso. Mais des sources locales qui soutiennent une version contraire estiment que les personnes tuées, une quinzaine environ, étaient des civils Peuls, Sonrail et Burkinabés qui ont été massacrés par l'armée malienne. Il faut dire que la minorité Peul de cette région affirme être systématiquement soupçonnée de collusion avec les groupes djihadistes. Elle avait déjà récemment accusé les forces de sécurité maliennes d'avoir commis des exécutions sommaires à son encontre. En Centrafrique, la vie reprend peu à peu son cours normal, plus précisément dans la capitale Bangui, où des barricades de fortune érigées au début du mois de mai sont en train d'être démantelées. Le quartier musulman du PK5, foyer de tension, renoue également avec ses activités commerciales. Reportage. Depuis plusieurs semaines, le quartier commerçant du PK5, qui abrite la majorité des musulmans de Bangui en Centrafrique, était presque en état de siège. Tellement les violences intercommunautaires qui ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés début mai y ont laissé leurs traces. La capitale centrafricaine connaissait un regain de violence dans le quartier musulman du PK5 et à proximité. Plusieurs marches et 2 journées villes mortes ont été organisées en protestation contre ces violences. Mais de plus en plus, la situation est calme. La MINUSCA dit avoir renforcé les patrouilles à certains endroits sensibles tels que les lieux de culte. La plupart des barricades ont disparu. Seules restent les barricades dans le quartier Lakwanga où les jeunes qui les tiennent se disent prêts à défendre le quartier coûte que coûte contre les milices du PK5.
La MINUSCA n'a pas repris de patrouille à l'intérieur du PK5, mais tout semble sous contrôle. Une opération de démantèlement des bases des milices du quartier en avril avait abouti à des combats qui ont fait plusieurs dizaines de morts dans le quartier. Les milices sont toujours présentes au PK5 et les points d'entrée du quartier restent des zones à risque. En République démocratique du Congo, une personne contaminée par le virus Ebola est décédée à Mbandaka, portant à 27 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie déclarée il y a 2 semaines. L'annonce a été faite ce mardi par les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé. Les images. Le décès d'un cas confirmé d'Ebola a été enregistré à Mbandaka, ville de 1,2 million d'habitants située à 700 km de Kinshasa. C'est ce qu'a indiqué mardi le ministère congolais de la Santé dans un communiqué. Ce nouveau décès porte désormais le bilan total de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest de la RD Congo à 27 morts sur 51 cas confirmés ou suspects. Les autorités congolaises et l'OMS ont lancé lundi une vaccination ciblée contre la maladie à virus Ebola à Mbandaka. Les premiers vaccins ont été administrés à une dizaine de soignants. Le nombre de personnes ciblées par cette première phase de vaccination est estimé à plus de 600. Le personnel de santé, des contacts des maladies et des contacts de ces contacts. Selon les autorités, la RDC a déjà réceptionné 8500 doses de vaccins. L'opération de vaccination ciblée doit se poursuivre à Bikoro, épicentre de l'épidémie actuelle, situé à 100 km de Mbandaka et 600 km de Kinshasa. Cette épidémie d'Ebola est la 9e depuis l'apparition de la maladie sur le sol congolais en 1976. La dernière avait eu lieu en 2017 et avait officiellement tué 4 personnes. Le Zimbabwe, qui tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe, a fait acte de candidature pour réintégrer le Commonwealth. Robert Mugabe avait claqué en 2003 la porte à cette organisation qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003, marqué par des violences et des accusations de fraude. Le Commonwealth a indiqué avoir reçu une lettre le 15 mai du nouveau président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa faisant acte de candidature pour rejoindre l'organisation. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'organisation a fait savoir que les pays membres du Commonwealth sont prêts au retour du Zimbabwe en son sein quand les conditions seront bonnes. Le retour éventuel du Zimbabwe au sein du Commonwealth doit mettre fin à son isolement sur la scène internationale. Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003, marqué par des violences et des accusations de fraude. Le Commonwealth va envoyer des observateurs pour les élections prévues en juillet ou en août au Zimbabwe, premier scrutin depuis la chute de Mugabe en novembre dernier. L'organisation a appelé à la tenue d'élections crédibles et pacifiques pour rétablir la confiance et l'espoir des habitants sur la trajectoire de la démocratie et du développement de leur pays. En avril dernier, le Royaume-Uni a indiqué être prêt à soutenir le retour de Zimbabwe au sein du Commonwealth. En Afrique du Sud, le verdict est désormais connu dans le procès d'Henri Van Breda. Ce dernier a été reconnu coupable par le tribunal du Cap d'homicide de son père, de sa mère et de son frère. La justice sud-africaine l'a également condamné pour tentative d'homicide sur sa sœur. Les détails. Premier chef d'accusation. Pour le meurtre de Rudy Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Deuxième chef d'accusation. Pour le meurtre de Martin Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Troisième chef d'accusation. Pour le meurtre de Teresa Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Quatrième chef d'accusation. Pour la tentative de meurtre de Marley Van Breda, l'accusé est déclaré coupable. Cinquième chef d'accusation. Pour avoir tenté de faire obstruction à la justice, l'accusé est déclaré coupable. Visage de marbre, Henri Van Breda n'a laissé transparaître aucune émotion lorsque le juge Siraj Desailly a prononcé le verdict. Le jeune homme a été jugé coupable d'un meurtre de sa mère, son père, son frère cadet. Il a aussi été jugé coupable d'avoir tenté de tuer sa sœur à coups de hache, un verdict qui soulage l'accusation.
Du côté de l'équipe de l'accusation aussi, nous sommes heureux. C'est le premier pas vers l'assurance qu'il ira en prison pour une longue période. Vous avez entendu que nous nous opposons à ce qu'il soit libéré sous caution, mais nous avons considéré qu'il peut être détenu à l'hôpital de la prison de Pollsmoor à condition d'obtenir un certificat médical qui confirme la maladie qu'il a. Les faits remontent au 27 janvier 2015. Les corps sans vie de Martin Teresa et Rudy Van Breda sont retrouvés dans leur luxueuse propriété de Stellenbosch. Leur plaint indique qu'ils ont été assassinés à coups de hache. 2 membres de la famille ont survécu au carnage. Marley, la cadette, âgée de 16 ans à l'époque. Grièvement atteinte au cou et à la tête, elle restera 6 semaines dans le coma. Elle souffre aujourd'hui d'amnésie rétrograde. Autre survivant du drame, Henry, 20 ans à l'époque, légèrement blessé à coups de couteau qui fait figure de rescapé miraculeux, mais aujourd'hui jugé coupable. Au policier, il a affirmé que sa famille a été victime d'un intrus cagoulé, mais sa version est très vite mise en doute. Faute de preuves flagrantes, il ne sera inculpé qu'1 an et demi plus tard. Le juge a affirmé que lui seul pouvait être l'auteur de ce massacre à la hache et il a aussi condamné Henry Van Breda pour avoir maquillé la scène du crime et s'être infligé des blessures pour ne pas être démasqué. Henry Van Breda connaîtra sa peine lors d'une prochaine audience fixée au 5 juin prochain. Hors du continent africain, scandale de détournement de fonds publics en Malaisie. L'ex-premier ministre malaisien Najib Razak a été interrogé à cet effet ce mardi. C'était dans les locaux de l'agence anticorruption dont l'un des agents a révélé avoir subi des menaces dans cette enquête. Najib Razak, ancien premier ministre de la Malaisie, a été convoqué au siège de l'agence anticorruption. Il y était convoqué pour répondre à des questions sur SRC International, qui était à l'origine une filiale énergie One Malaysia Development Berhad. Il s'agit d'un fonds souverain créé par Najib à son arrivée au pouvoir en 2009 et aujourd'hui endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. Ce fonds de développement de l'État lourdement endetté n'est qu'un volet mineur du scandale qui a contribué à la défaite cinglante aux élections législatives du 9 mai de la coalition gouvernementale dirigée par Najib qui était au pouvoir depuis 61 ans. En effet, le régime de Najib s'était attaqué à tout ce qui touchait à ce dossier, faisant clôturer des enquêtes sur le scandale, écartant des voix critiques du gouvernement à l'égard de l'affaire, muselant les médias et procédant à des interpellations de personnes évoquant le scandale. D'après les investigations effectuées sur le Wall Street Journal, 9 millions d'euros ont été transférés de SR des comptes personnels de Najib. Ce dernier a quitté les locaux de l'agence anticorruption après 5 heures d'interrogatoire. L'interrogatoire devrait reprendre jeudi. Concernant OneMDB, l'ex-premier ministre est soupçonné d'avoir détourné l'équivalent d'environ 640 millions d'euros de cette société publique qu'il avait créée pour moderniser la Malaisie. La semaine dernière, 72 valises remplies d'argent liquide, de bijoux et de nombreux sacs à main de luxe ont été saisis lors de perquisitions dans la maison de l'ex-premier ministre et d'autres endroits huppés de la capitale Kuala Lumpur dans le cadre des investigations sur cette affaire. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.